Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommet de cette édition, l'IAM reste une spéculation très prisée par nos compatriotes sur les principales places marchandes. Elle tient la vedette. Dans ce 13, nous nous amenons au marché de Glasgow pour reprendre le pouls des ventes. Les communes riveraines du parc W souhaitent une gestion inclusive de cette importante réserve de faune. C'est à l'occasion d'une séance d'échange destinée à vider le contentieux lié à l'envahissement du parc par les troupeaux de bœufs. Et puis le métier de facteur est-il menacé par l'émergence des technologies de nouvelles formations de la communication? Dans cette édition, la réponse à cette question avec Nicanor Corvi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13. La journée internationale de la paix se célèbre de manière particulière cette année. Les habitudes ont changé à cause de la pandémie de la COVID-19. La communauté internationale fait face à une nouvelle menace qui invite le monde entier à la solidarité pour le bien-être et la paix dans le monde à l'épreuve de la pandémie de la COVID-19. Awa Sherif. L'année 2020. Une année singulière qui a secoué le monde entier dans tous les domaines de la vie quotidienne. La Journée internationale de la paix se célèbre cette année sous le joug de la pandémie du coronavirus. La paix étant une quête permanente de tous les jours, dans ce contexte de pandémie, elle est encore à apprivoiser. L'apparition du coronavirus cette année est venue rappeler à la communauté internationale qu'elle a une communauté de destin, parce qu'il s'agit d'une pandémie. Ce n'est pas une maladie isolée, ce n'est pas une épidémie limitée à un seul continent. La Terre entière a été touchée dans toutes ses dimensions. Les hommes, dans leur diversité de pouvoir, de conditions sociales, ont été touchés. Et donc, cette pandémie vient nous rappeler l'urgence de concertation encore plus poussée, de nous souvenir que la solidarité de la communauté internationale, l'exigence de la concertation, et en tout cas la mutualisation de nos moyens pour la contingenter, c'est autant de choses qui se sont rappelées à nous et qui nous renvoient aux valeurs des Nations Unies. Ouais, cette affaire de Covid-19 là, sincèrement, ça a bouleversé tout le monde. Les choses ne sont plus en place. Il n'y a plus les salutations avec chaleur. On ne peut plus se faire des accolades. On ne peut plus se réunir comme on veut. On ne peut plus se réjouir comme on veut. Beaucoup d'affaires sont en berne. Et nous allons traverser la journée en berne. La journée de la paix, nous allons la traverser en berne. Nous ne pourrions plus organiser les activités comme nous en avions l'habitude. Sauvegarder nos vies et la paix partout dans le monde et dans notre pays, c'est le moment de travailler les ressorts de la solidarité et de la tolérance. Au-delà de l'absence de conflit et la quête de l'égalité dans les communautés, la paix n'occulte aucun secteur de la vie, même la santé. Et la solidarité devient encore une exigence face à ce défi mondial. C'est que face à la menace pour l'espèce humaine, on soit spontanément dans la recherche concertée des solutions, du vaccin notamment, et qu'on se débarrasse complètement des accusations qu'on a entendues, qu'on a observées de part et d'autre,
Disons que de travailler ensemble à la recherche de solutions qui améliorent le bien-être des populations, le bien-être général de la communauté internationale, participe des actions en faveur de la paix. Mais nous allons profiter de la journée pour que, individuellement, nous puissions faire des réflexions. Encore que nous sommes à la veille de la présidentielle qui pointe déjà à l'horizon, où nous avons vu des partis politiques qui ont commencé par se mettre en ordre de bataille. Et je demande à nos autorités de faire en sorte que la paix règne et continue de régner dans notre pays pour que nous puissions bénéficier du développement qui est en route en ce moment. Parce que sans la paix, nous ne saurions bénéficier de ce développement qui est en train de faire révéler le Bénin. Et donc nous sommes peu ou prou responsables de la stabilité dans nos pays. Et nous sommes responsables du sentiment de bien-être, du sentiment de justice ou non de nos populations. Et point trop n'en faudrait en termes de volonté de conquérir le pouvoir, en termes de compétition politique. Les élections, c'est un jeu, c'est une modalité de la démocratie. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Que les uns et les autres sachent raison garder et que nous nous engageons effectivement pour que les élections dans notre pays soient de plus en plus banales et que la possibilité de l'alternance au pouvoir soit également une donnée. La Journée internationale de la paix face aux défis de la pandémie. La paix l'emportera certainement. Il suffit d'y croire tout en associant les fondamentaux des valeurs humaines comme la solidarité. Un monde meilleur dans la paix, c'est bien possible. L'association Société Inclusive accompagne les personnes vivant avec un handicap avec le soutien de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Cette organisation de jeunes a offert des équipements de déplacement et de travail aux handicapés moteurs et visuels. La cérémonie de remise de dons a eu lieu ce samedi à Cotonou. Stanislas Linkmont pour plus de précisions. Elle reçoit des mains de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance son équipement. Marie-Noël, handicapée visuelle, est une étudiante à l'université d'Abomey-Calavi en deuxième année d'espagnol. L'association Société Inclusive vient ainsi combler un vide de longue date par cette dotation en braille et en poinçon. Vraiment, c'est impeccable. J'étais vraiment dans le besoin, surtout pour mon poinçon que j'ai eu ici. Vraiment, mon poinçon était cassé. Et je faisais déjà le programme d'aller faire des demandes, comme il y a des protocoles à propos de cela. Quand je l'ai reçu, vraiment j'étais très contente et je me disais que ça fait un de moins. Comme Marie-Noël, une vingtaine de jeunes handicapés moteurs ou visuels bénéficient ici d'une centaine d'équipements constitués entre autres de la canne anglaise, la loupe et la tablette. L'organisation Société Inclusive n'entend pas limiter ses actions aux dons de kits aux personnes en situation de handicap. Nous aimerions que l'inclusion des jeunes en situation de handicap soit vraiment une réalité dans toutes nos sociétés, dans toutes les entreprises, qu'ils aient leur place, surtout ces jeunes-là qui ont la volonté d'avancer, puissent acquérir des postes, une meilleure inclusion. Du soutien pour favoriser l'autonomisation des handicapés. Le gouvernement trouve noble cette vision et la partage. Pour lui, cette couche sociale a sa contribution à apporter dans le développement du pays. Le développement durable à l'horizon 2030 nous recommande de ne laisser personne de côté. Et c'est à cela que notre département, à travers la direction justement qui s'occupe des personnes qui vivent avec un handicap, la DPHTA, s'occupe pour vraiment favoriser cette inclusion-là et favoriser l'épanouissement des personnes handicapées. Lors des échanges, un sujet préoccupe tout le monde. Emploi des jeunes handicapés au Bénin, doit-on instaurer une obligation d'emploi pour amener les entreprises à s'engager et favoriser l'insertion professionnelle des diplômés de cette catégorie sociale? La ministre des Affaires sociales et de la microfinance rassure que son département s'est engagé à travailler davantage pour l'épanouissement des personnes handicapées au Bénin.
À Djara, dans le département de l'Ouémé, le chômage et le sous-emploi des jeunes préoccupent le conseil communal. L'initiative des journées culturelles de l'emploi est l'alternative trouvée par l'autorité communale pour répondre aux cris de détresse des milliers de jeunes de cette commune. Ils n'ont pas hésité, bien sûr, à répondre à cet appel. L'initiative est soutenue par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, Brice Oungbo, Fimé Bassao. Loin d'un spectacle de musique ou encore d'une soirée de gala, c'est plutôt à une cérémonie de don de kits scolaires qu'ont eu droit 300 écoliers de la commune d'Ifani réunis à l'école primaire publique Idi Oro. Une action de la fondation Etisalat dénommée Bus de la rentrée scolaire. De quoi soulager les peines des parents, mais surtout des apprenants en cette veille de la rentrée des classes. C'est un réel plaisir pour nous de recevoir des kits de la fondation Move. Que Dieu le Tout-Puissant vous le rende au centuple. Mais nous demandons pardon à la fondation Move et tous ceux qui sont capables et présents ici de nous aider à réfectionner notre bâtiment. Nous vous rendons hommage d'abord parce que vous avez su choisir la cible, celle-là qui a besoin d'attention, celle-là qui a besoin du regard bienveillant de l'adulte. Nous vous saluons parce que aussi vous avez choisi la cible des cœurs meurtris, la cible des sans-voix. Nous vous remercions pour ce choix judicieux. Un choix judicieux qui viendra à coup sûr impacter le rendement scolaire dans un milieu où les conditions de vie et d'études ne sont pas des meilleures. Après Ifani, qui a l'honneur d'abriter la cérémonie de lancement, l'action va s'étendre aux autres communes du Bénin. Nous allons démarrer le bus de la rentrée scolaire ici à Ifani. Chaque année, la Fondation démarre une activité que nous appelons le bus de la rentrée scolaire, où nous distribuons des milliers de kits scolaires sur l'ensemble du territoire béninois. Nous allons faire les 12 départements, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons décidé pour cette première distribution de lancer le bus dans la localité d'Ifani et ainsi de suite. Nous allons faire tout le nord, nous allons faire le centre, le Mono, le Koufo, le Boangou. Nous allons faire tous les départements du Bénin. Etisalat Bénin, à travers sa fondation, agit chaque jour en faveur des communautés fragiles pour promouvoir l'égalité des chances dans plusieurs domaines. Vous l'avez compris, nous étions à Ifani où 300 écoliers de la commune d'Ifani ont reçu des kits scolaires, un prélude bien sûr à la rentrée scolaire, un geste de la fondation Etisalat. Je disais qu'à Djara, le chômage et le sous-emploi des jeunes préoccupent le conseil communal. L'initiative des journées culturelles de l'emploi est l'alternative trouvée par l'autorité communale pour répondre aux cris de détresse des milliers de jeunes de cette commune. Ils n'ont pas hésité à répondre à cet appel. L'initiative est soutenue bien sûr par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. On retrouve Fimé Bassao si tout va bien. Des jeunes d'Adjara plus que jamais outillés à l'esprit entrepreneurial. Venus des 6 arrondissements de la commune, ils sont là pour saisir l'opportunité que leur offre le conseil communal d'Adjara à un moment où la question de l'emploi est un problème crucial aussi bien pour les pouvoirs publics que pour les collectivités locales. Le maire d'Adjara a bien voulu prendre le taureau par les cornes en y associant l'institution qualifiée en la matière. Depuis l'installation des nouveaux maires, des nouveaux conseils communaux, il est le premier. J'allais dire, il est le seul. Il ne nous laisse pas en paix parce qu'il a un problème d'emploi dans sa commune. Et il est le tout premier. J'espère qu'il y en aura d'autres pour le moment. L'engouement et la forte mobilisation de ces jeunes pour participer à cette première édition des journées communales de l'emploi sont la preuve qu'il y a un malaise auquel devra faire face la commune. La première chose qu'il me plaît d'évoquer, c'est l'entreprise privée qui va créer la richesse et donc va créer l'emploi. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la NPE, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas la préfecture, ce ne sont pas les structures administratives qui vont créer l'emploi. C'est l'entreprise privée. Associer la formation entrepreneuriale aux connaissances universitaires devient alors un impératif
si l'on veut gagner le combat contre le chômage. Il faut inciter les entreprises privées à s'installer dans les communes en leur créant des conditions favorables. Voilà toute la motivation qui gouverne l'organisation des JCE Adjara 2020, dont le thème central est, je cite, « Journée communale de l'emploi ». Quelle solution au chômage et sous-emploi des jeunes de la commune d'Adjara? Au cours de notre mandature, nous ferons l'essentiel pour la formation et l'emploi des jeunes. Étant convaincus qu'il faut agir sur les nouveaux enjeux de l'employabilité pour résoudre les problèmes de l'emploi, nous devons amener les jeunes garçons, les jeunes filles et les demandeurs d'emploi en général à s'approprier la nouvelle dynamique de l'emploi dans les collectivités locales. Ces journées communales ouvrent ainsi la voie à l'employabilité à ces milliers de jeunes d'Adjara. Des jeunes qui sont désormais convaincus que seul l'auto-emploi et l'entrepreneuriat sont gages pour leur avenir. Elle est présente dans tous les marchés du pays avec un prix de cession à la portée des consommateurs. Le ministre de l'Agriculture et sa collègue du Commerce, au deux tours d'une descente dans le Nord, sont descendus bien sûr dans le marché de Glazoué pour prendre le pouls des ventes des produits. Voici des images. Après 9 mois sous terre, elle inonde les différents centres de transactions de notre pays, le Bénin. Dans ce marché de Glazoué, on retrouve ces tubercules partout, sur tous les étalages. L'igname, la principale spéculation du moment. La récolte a été bonne cette année et ceux qui viennent acheter ne se font pas désirer. Jusqu'à demain, tous ces tas d'igname seront vendus. L'igname, depuis quelques années, est devenu un produit agricole de forte consommation, un aliment de base pris du 1er janvier au 31 décembre. Gaston Dossoui et sa collègue du commerce, en clients spéciaux, parcourent les étalages. On s'assure de la forte présence du produit, de sa qualité et de la vente aisée pour ses producteurs et commerçants. C'est les périodes d'approvisionnement. Les producteurs ramènent le produit ici au marché pour livrer aux commerçants qui, eux, font la vente le mercredi. Dès le mercredi soir, les ignames seront chargés pour les destinations diverses. Mais regardez vous-même la disponibilité. Non pas seulement en volume, mais en qualité. Les ignames dont les bouts sont aussi noirs sont arrivés à maturité. Ça veut dire qu'on n'a pas pressé pour récolter. La taille des tubercules est appréciable. Les rendements au champ seront bons. Les paysans gagneront. Une disponibilité de l'igname qui affiche un confort alimentaire, et ceci grâce aux nouvelles technologies endogènes développées par ces producteurs pour conserver la spéculation. Ils vont partout où les hommes ont besoin d'eux, livrant un peu de plus que de courrier et des colis à chaque tournée en raison des avancées des technologies, de l'information, de la communication. On pourrait penser qu'ils sont une espèce de voie de disparition, mais il n'en est rien. C'est du moins ce que nous apprend Nicanor Kovi dans cet élément sur la résilience du métier du facteur. Voici les images. Il connaît la chaleur d'un bonjour qui l'accueille. Il sait par cœur le domicile de X ou de Y. Il est une légende vivante dans les campagnes et un personnage familier dans les villes. Parfois, à nos portes, il sonne 2 fois, porteur de bonnes ou de mauvaises nouvelles. C'est le facteur, un professionnel auquel le temps a ôté uniforme kaki, képi et bicyclette. Mais un professionnel à l'épreuve des nouvelles technologies, malgré tout. Il y a beaucoup d'acteurs de la société qui ont toujours besoin que les facteurs viennent leur livrer des courriers et des colis. Par exemple, dans notre rôle de responsabilité sociale, les personnes à mobilité réduite ont toujours besoin de ça. Bernardo incarne l'image du facteur moderne, un distributeur comme on les appelle aujourd'hui. En moyenne, 200 courriers distribués chaque semaine, nous confie-t-il. Dans son métier,
On connaît sur le bout des doigts la routine de chaque journée, du tri à la distribution. Le courrier qui vient ici, il y a un traitement qui se fait, nous l'appelons le tri. Le tri, quand il est fait, ça nous permet de catégoriser ensuite par destination. Donc ensuite, il y a le travail de distribution qui se prépare. Chaque distributeur prend un certain nombre de courriers qui concernent sa zone de distribution. Il se rend alors chez le client et il livre ce courrier contre décharge. Et si l'habit ne fait pas le moine, les accessoires du costume, eux, permettent d'identifier le facteur moderne, le distributeur. Ce distributeur aujourd'hui est désormais un monsieur qui a sa tablette en main, qui a son smartphone en main et qui peut géolocaliser facilement le client et aller vers lui livrer son courrier. Il est devenu plus que jamais un monsieur intéressant à la page, à la mode. Bernardo est un distributeur avec une âme de facteur. Quand il enfourche sa moto pour une nouvelle livraison, c'est l'envie de bien faire qui le guide à travers les bruits de la ville. Et chaque courrier livré à bon port fait grandir davantage ses ailes de messager. C'est un métier très passionnant et qui permet d'avoir plus de connaissances, d'être en contact avec plusieurs personnes. Et la joie que procurent nos destinataires quand on les livre le courrier, c'est ça qui nous rassure plus à continuer dans le boulot qu'on effectue. Je trouve de la joie dedans, je n'ai pas de difficulté, donc rien ne me retire à ne pas continuer. Comme Bernardo, ils sont 40 distributeurs des services postaux à effectuer des livraisons à domicile sur tout le territoire béninois. Des héros du quotidien formés selon leurs responsables à l'esprit métier. Le facteur est le lien entre l'entreprise postale et les clients. Alors, il réduit la distance entre les hommes simplement parce que lui, il quitte l'entreprise pour aller au fronton de la clientèle. Et donc, n'importe qui n'est pas facteur. Tout le monde peut être distributeur, mais tout le monde peut être facteur. Un métier qui s'apprend, qui se vit et qui se pratique. Une enveloppe remise contre un sourire et la discrétion comme rançon d'un professionnel qui s'efface derrière chaque colis livré. Comme le petit village d'Astéris le Gaulois, le métier de facteur résiste encore et toujours à l'envahisseur virtuel, ambassadeur sublime du contact entre les hommes à l'ère du numérique. Merci Nicano Kovi. Rencontre d'échange des élus communaux et leaders traditionnels et riverains du parc W, l'envahissement du parc par les troupeaux de bœufs et entre autres sujets abordés étaient également de la partie les associations des organisations d'agriculteurs et d'éleveurs. Aziz Alagbe pour plus de précisions. Le parc national W, autrefois en agonie du fait des actions anthropiques, reprend vie grâce au plan d'intervention prioritaire qui tire à sa fin. La délégation de la gestion du parc W est la seconde étape. Et là, tous les acteurs devront jouer leur partition. Les exécutifs communaux de la 4e mandature devront aussi s'approprier les mesures gouvernementales qui veulent d'un parc W riche en espèces végétales et fauniques. Courant 2017, le gouvernement du Bénin a validé l'accompagnement de African Park Network pour ressusciter, réhabiliter, n'est-ce pas, le parc W. Aujourd'hui, si nous faisons le point, vous devez constater que le terrain est balisé pour faire de ce parc un patrimoine digne de ce nom. Dans la phase suivante qui consiste à la délégation de gestion, je crois qu'il est important que tous les acteurs, notamment les élus, n'est-ce pas, puissent accompagner et jouer leur partition. Certes, des avancées assez significatives, mais il y a encore des obstacles qui persistent. Le parc est envahi par les bœufs, mais on comprend aussi pourquoi les bœufs sont là. Le front agricole est très envahissant, donc une des premières mesures que nous allons prendre, dès que le temps va le permettre, c'est de tracer une limite du front agricole. Et il y aura des espaces... qu'on appelle des zones d'occupation contrôlées, c'est-à-dire que les bœufs pourront venir à certaines périodes. Ce sont donc là des actions phares à mener et à ceux-ci s'ajoute la problématique de la coproduction de la sécurité. Il était question de pouvoir trouver des
des points d'entente avec les communes. Aussi, sur le plan de la sécurité, on prévoyait déjà la mise en place d'un creuset d'échange avec eux. Les engagements ont été pris de part et d'autre. Nous avons aussi compris un peu quelques difficultés qui sont les leurs auxquelles nous allons essayer d'apporter des solutions pour qu'ensemble on puisse aller de l'avant. Ce parc peut favoriser donc, le tourisme. Et à ce titre-là, donc, nous, communes riveraines donc, de ce parc, nous avons beaucoup à tirer donc, de ce tourisme-là. Les 2/3 de la superficie de ma commune se trouvent dans le parc W. Et agriculteurs et éleveurs peuvent tirer beaucoup de choses de ce parc. Et il faut qu'on leur montre qu'il faut entretenir le parc. L'implication et l'engagement des communautés riveraines pour la suite de la revitalisation du parc W sont donc plus que nécessaires. Hors de nos frontières, plus précisément Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a organisé le premier meeting politique depuis l'annonce lundi par le Conseil constitutionnel des candidats retenus pour la présidentielle du 31 octobre. Les Italiens, de leur côté, ont défié bien sûr la progression du coronavirus pour les élections régionaux. Voici les images de cette compilation. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a appelé samedi à des élections apaisées devant quelques milliers de jeunes lors d'un meeting politique à Abidjan à 1 mois et demi d'une présidentielle tendue, tandis qu'un incident s'est déroulé plus tôt avec des opposants. Il s'agissait du premier meeting politique en Côte d'Ivoire depuis l'annonce lundi par le Conseil constitutionnel des candidats retenus pour la présidentielle du 31 octobre. Quand on aime son pays, quelle que soit sa position au pouvoir, comme dans l'opposition, il ne faut pas lui souhaiter du mal. Il y a des gens qui souhaitent le pire à la Côte d'Ivoire. Ils ont envie de voir la Côte d'Ivoire brûler. Ils ont envie de voir la Côte d'Ivoire à feu, à sang. Il faut leur dire que la Côte d'Ivoire sera en paix. Soyez sereins. Le 31 octobre va se passer tranquille. Et puis après, on ira encore là. Seules 4 des 44 candidatures déposées ont été retenues par le Conseil, celle du président Ouattara et de 3 opposants, dont l'ex-président Henri Konabedié. Avant le meeting qui se déroulait dans la grande commune populaire de Yopougon, réputée favorable à l'ex-président Laurent Gbagbo, un incident a éclaté entre des manifestants de l'opposition et les forces de l'ordre. Vers 8h heure locale, dans un marché, un petit groupe de manifestants a affronté les forces de l'ordre et incendié un véhicule de la gendarmerie, selon les témoignages de 2 commerçants à l'AFP sous couvert d'anonymat. Les Italiens sont appelés dimanche à défier la progression du coronavirus et à aller voter, tout particulièrement aux élections régionales en Toscane, un bastion de gauche depuis un demi-siècle dont rêve de s'emparer l'extrême droite. Cette région, plus de 20 millions d'habitants, doivent élire leur président. Jusqu'à présent, le taux de participation est assez élevé. Je pensais qu'il y aurait moins de monde. Les derniers jours de la campagne ont probablement incité les gens à aller voter d'une manière ou d'une autre. Tout le monde a des idées et dans une démocratie, le vote est toujours important pour les exprimer. Et ensuite, j'espère que nous ferons bon usage de ces idées. La période est difficile, les démocraties sont en danger, non pas de dictature, mais d'être épuisées. Pour ce tout premier scrutin organisé depuis la pandémie, les réticences des électeurs les plus âgés pèseront certainement sur l'affluence dans les bureaux de vote, ouverts de 7h à 23h heure locale, mais aussi lundi de 7h à 15h. En Inde, les écoles se préparent à rouvrir lundi sur la base du volontariat pour les élèves de 9 à 12 ans. À cet effet, les personnels désinfectent les lieux dans l'état d'Assam, au nord-est du pays. Toutes mes excuses pour cette faute commise. Il s'agit bien sûr des élections régionales en Toscane, en Italie. Alors voilà qui met thème à cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et passez tous une très bonne semaine. À demain 13h.